cuisine. J'étais ce matin-là en compagnie de madame la marquise de Montvillard, nous annonça le vicomte d'Aveguffard tandis que le vieux majordome rangeait sur son plateau d'argent un couvert inutilisé. Elle est toujours aussi belle que bonne cavalière, puisque vous le demandez, Miss Lucy. Et c'est justement lors du retour d'une longue promenade à cheval, à travers les splendides bois de la vallée du Drac, que j'ai été le confident fidèle d'une histoire qui a dû peser sur le petit cœur et la santé fragile de cette pauvre jeune fille, déjà malheureuse et veuve alors qu'elle n'a même pas atteint son quart de siècle. Nous revenions tous deux d'une agréable chevauchée de plus de 10 heures dans les bois épais de sapins et de mélèzes, qui nous avait conduits jusqu'au sommet du col de Fressinière, avant que plus doucement, par respect pour nos robustes montures qui nous avaient conduits et fait voir des endroits, mes amis, parmi les plus beaux que l'homme moderne peut avoir l'honneur de contempler, pourvu qu'il se donne un peu de peine. Nous redescendîmes donc paisiblement le long du Drac jusqu'à Gap, pour enfin peut-être nous poser plus à notre aise dans un des agréables fauteuils du ravissant domaine des Montvillard. Madame la marquise, comme à son habitude, faisait grande impression auprès des gens qui la croisaient. Une impression logique quand on sait qu'elle n'a à peine que 22 ans et qu'elle porte en elle tout l'éclat altier de sa silhouette, cette aisance lumineuse qui semble faite pour attirer tous les regards. Fine, élancée, elle tenait en selle avec une aisance et une élégance si naturelles qu'on eût dit qu'elle était née pour chevaucher. Elle montait, le sourire aux lèvres, une jument Alfinger que son père lui avait offert pour son 19e anniversaire et qu'elle avait baptisée Clédute. Elle avançait fière, obéissante au moindre mouvement de la main gantée de sa maîtresse, d'un pas mesuré dans les ruelles de Gap encore frémissantes des senteurs résineuses de la forêt qu'elle venait à peine de quitter. Sur son dos, la marquise se tenait droite, mais détendue, laissant flotter le tissu souple mais sévère de sa robe d'Amazone qui s'ouvrait en de longs plis qu'un souffle d'air venait parfois animer comme une traîne. Son col, monté de dentelle fine, se nouait par un foulard couleur crème, et sous le bord incliné de son chapeau orné d'une plume d'ivoire, s'échappait une boucle claire d'un blond vénitien que le soleil faisait briller comme de l'or. Son visage, éclairé d'un sourire franc, rayonnait d'une vitalité si vive et d'une gentillesse infinie que les passants, bourgeois, paysans ou promeneurs à son passage, la saluaient avec grâce en lui souhaitant avec honnêteté tout le bonheur du jour. Ses yeux, d'un bleu clair où scintillait la malice, semblaient rire d'avance du plaisir de vivre dans un si beau pays, de pouvoir chevaucher du matin jusqu'au soir avec toujours le même émerveillement que la première fois lorsqu'elle contemplait les paysages montagneux, seul territoire encore vierge de la main de l'homme, à l'aube ou sous la lumière chancelante des étoiles. Et ce bonheur de vivre lui était rendu encore plus agréable de par les salutations des passants et les acclamations des petites filles qui venaient à sa rencontre pour caresser le cheval, car il émanait de cette scène un charme ancien, indéniable, celui d'un monde où le pas d'un cheval suffit à proclamer à la face de tout le monde toute la grâce et la bonté naturelle que recèle en elle une dame. Je montais pour ma part mon vieux compagnon de toujours, que mon père avait nommé Catesby, et qui malgré son âge avancé pour un cob se montre toujours aussi vigoureux et ravi de chevaucher au galop autant les plages de votre belle île que les sentiers sinueux des abruptes montagnes des Alpes. Nous nous étions arrêtés devant la cathédrale Notre-Dame et Saint-Arnour de Gap, où madame de Montvillard était généreusement descendue de sa monture pour offrir à des enfants pauvres qui traînaient ici un sachet de marron chaud qu'un marchand du coin vendait sur sa charrette à bras, muni d'un gros seau métallique et surmonté d'un poêle qui laissait échapper un peu de fumée aux senteurs délicieuses. C'est alors qu'elle tendait le sachet aux enfants avec son sourire d'ange, que subitement, comme aimanté par quelque chose, son regard alla se fixer sur un minuscule point tout en haut de la façade sud, sur une fine ligne de pierre courant le long de la corniche supérieure de la courbe de la nef principale, juste au-dessous des gargouilles et des modillons qui soutenaient la toiture. Il y eut un petit silence. Puis, lorsqu'un enfant lui demanda si tout allait bien, elle reprit aussitôt ses esprits, leur donna le sachet et les vit tous en rang faire une modeste révérence sans trop en connaître l'usage avant de partir. Elle se retourna alors vers ce point mystérieux qui l'avait arraché un instant à la société des hommes. Comme si, bien que je ne comprenais goutte à ce moment aux événements, elle avait aperçu dans le lointain une chose étrange,
quelque chose qui lui crevait les yeux et entr'ouvrait les portes de mondes inconnus et inexplorés par l'homme. Car son visage, pour la première fois de ma mémoire, fut pris tout en cherchant avec éclat à masquer une trace de mélancolie que je n'avais alors jamais vu arborer sa figure. Je lui demandai à mon tour si tout allait bien. Je n'eus pas de réponse. Puis demandai ce qu'elle regardait. Aucune réponse encore ne me vint. Elle était comme une coquille vide, figée dans sa contemplation. Inquiet, j'allais m'enquérir d'un passant pour faire venir un médecin sur le champ, lorsque je sentis sa main gauche s'agripper à mon bras, avant que du bout du doigt elle ne me désigne l'endroit qu'elle fixait toujours avec obstination sans le quitter d'un battement d'œil, et me demander en murmurant s'il n'y avait rien là-haut, pas même l'ombre d'une silhouette. Je me tournai pour mieux voir le point minuscule qu'elle m'avait désigné. Je n'y voyais depuis ses contrebas rien de particulier, ou rien qui ne relevait particulièrement de sa demande. Les seules silhouettes que je pouvais voir d'ici étaient des gargouilles, et je lui répondais par la négative, bien que je crus déceler que l'une d'entre elles se trouvait étrangement immobile, placée de l'autre côté de la corniche et non suspendue comme les autres, comme si on avait sculpté durant les travaux à la verticale dans un des blocs des murs de pierre qui soutenaient la toiture. Ma réponse parut l'arracher quelque peu à sa contemplation, sans pour autant éteindre la flamme d'une peur qui avait pris le pas sur la mélancolie, au point de la faire pâlir comme jamais auparavant je ne l'avais contemplée. Je l'aidai à remonter en selle, puis avec courtoisie guidai d'une main penchée les rênes de son cheval au début de notre départ, car bien qu'elle revenait progressivement à elle, je voyais bien d'un coin de l'œil que le souvenir fugace de cette chose invisible qu'elle semblait percevoir sur les balcons de la cathédrale était encore bien présent en elle. Et elle fit même un petit sursaut lorsque, longeant la façade sud, nous passâmes devant une petite stèle commémorative dont les caractères étaient assez effacés, sans doute sous l'effet de la pluie, mais où l'on parvenait à lire les mots suivants: R.I.P. M.R. Kiss Maximil N. 3. Montvillard, né 1860, Max in Charles Albert, mort 1887, Gap. Il n'y avait rien écrit de plus, et pas assez de toute manière pour en tirer des conclusions. Une demi-heure plus tard, et nous arrivâmes au domaine des Montvillard. Des garçons d'écurie vinrent aussitôt à notre rencontre, et conduisirent aussitôt nos montures à leurs paillasses, après que la maîtresse de maison eut insisté pour qu'ils reçoivent tous deux le double de leur ration habituelle d'avoine et de pommes. Mais presque aussitôt à terre et ses ordres donnés, la marquise chancela comme sous l'effet d'une douleur vive. Je me précipitai pour la rattraper avant qu'elle ne tombe, puis la confiai à deux domestiques que je chargea de la raccompagner dans ses appartements, lorsque sa suivante, qui avait abandonné sa corvée de linge pour venir au secours de sa maîtresse, m'approcha et me demanda presque immédiatement si durant notre promenade nous étions passés devant la cathédrale. Surpris de sa demande étrangement conforme à cette mystérieuse aventure que j'avais vue, je lui répondais que oui, et elle soupira doucement avant de m'ajouter que je n'avais pas à m'en faire. Je lui demandai pourquoi elle prétendait cela, du fait que la marquise avait manqué de tomber à plat ventre au sol si je ne l'avais pas retenue de mes mains. Elle me répondit bien qu'elle n'en connaissait visiblement ni l'origine ni le pourquoi du comment, mais que c'était déjà arrivé par le passé, et que feu son vieux majordome avait déjà eu affaire à des crises pareilles, et qu'à chaque fois, il n'avait eu nul besoin de faire venir le médecin, car, disait ce vieux briscard, c'était un de ces maux que la médecine et les apothicaires ne peuvent guérir par leurs potions et remèdes, mais dont la brutalité s'atténue avec le temps, pour au final se fondre dans une banale douleur passagère mais inoffensive, du moins pour le corps. Je me retirai dès lors dans mes quartiers pour me laver et me changer avant l'heure du souper.
Je demandais régulièrement des nouvelles de l'état de la marquise qu'on m'annonçait à chaque fois meilleur, bien qu'elle souhaitait demeurer encore un temps seule pour mieux reprendre des forces. Vers 10 heures, tandis que je soupais seul dans la salle à manger avec pour seule compagnie le crépitement du feu et le tic-tac d'une pendule, la porte du grand salon s'ouvrit et je vis madame de Montvillard faire son entrée suivie d'une servante portant dans ses mains la soupière avant que de la lui servir. Elle avait ôté sa robe de cavalière au profit d'une robe de soirée de satin rose pompadour d'une finesse exceptionnelle qui captait toute la lumière du lustre. Son corsage était orné de broderies florales, avec des manches longues et légèrement bouffantes au-dessus du coude, qui s'achevaient en de délicates manches de dentelles ivoire, tandis que la jupe, ample et richement drapée, tombait en larges plis qui ondulaient à chaque pas. Elle prit place en silence, me demanda pardon de son absence et si j'avais bien soupé. Je lui répondais que oui, mais quand bien même son visage avait repris son air agréable, beau et rayonnant d'avant, il m'était encore possible de lire dans le fond de ses yeux, comme si je disséquais son esprit, les traces d'une mélancolie et d'un secret inavoué, persistant et qui, de toute évidence, la faisait souffrir depuis déjà bien longtemps, faute d'avoir trouvé une oreille et un esprit capables de concevoir ce qu'elle-même ne pouvait comprendre ni expliquer. Elle soupa sans dire un mot, avant que par un tout sottement je tentais d'établir le dialogue du réconfort. Je lui disais que je voyais que quelque chose la perturbait ou la hantait vis-à-vis de cette étrange silhouette qu'elle avait cherché à apercevoir depuis le pied de l'église. Je l'enjoignais à ouvrir son cœur et à me révéler le sceau de ce mal mystérieux dont m'avait parlé la suivante, afin que de par mon aide, aussi infime que étrangère à l'affaire, mais dont je l'assurais de la sincérité, afin qu'ainsi je puisse du moins soulager un peu sa personne et lui redonner un brin de cet éclat que si on ne le voyait plus paraître, aurait inquiété n'importe qui au point de craindre le pire. J'avais toujours eu à cœur le bien-être de mes amis, et la tristesse qu'ils pouvaient parfois ressentir me peinait atrocement, si bien que la tâche de la convaincre de ma sincère compassion et que jamais je ne me risquerais à oser remettre en question cette histoire ne fut pas difficile. Elle m'invita alors à prendre place avec elle dans un fauteuil près de la cheminée, et elle me confia d'une voix qui paraissait à la fois emplie d'un sentiment de tristesse, mais également d'une gaieté qui n'attendait que de se libérer pour soulager cette pauvre Hélène, de cette histoire tout à fait singulière mais bien réelle à laquelle elle avait horriblement assisté et qui avait conduit au trépas de son époux. Monsieur le marquis Maximilien III de Montvillard, né le 12 octobre 1860 à Montpensier, semblait dès sa naissance suivi par une mauvaise étoile. À l'âge de 5 ans, il était orphelin de père et de mère. Aussi, selon les dernières volontés de son père mourant, il fut confié aux bons soins du seul membre de sa famille encore en vie, son oncle, monseigneur Lucien de Montvillard, évêque de Bourliès, et d'une ancienne gouvernante nommée Éléonore Whitmore, avec qui il logeait, et qui, jusqu'aux 12 ans du jeune homme, lui transmit tout l'amour et les bons soins d'une mère de substitution. D'abord mélancolique, craintif et solitaire, ce jeune garçon que l'on avait fait déménager de ces contrées d'enfance montagneuses et reculées, dont la silhouette des pics semblait à la nuit tombante monter jusqu'à permettre d'escalader jusqu'à la lune, au profit des plaines plates et parfumées et des effluves lointaines de la Manche, se révéla sous la tutelle de son oncle et les bonnes leçons de sa gouvernante, un brillant élève dans toutes les matières que la noblesse, comme la bonne société, peut exiger chez un jeune homme. Doté d'une intelligence vive, d'une mémoire étonnante et d'une curiosité sans bornes, sous la férule bienveillante de Miss Whitmore, il apprit à parler aussi bien français que le latin, mais aussi l'anglais, l'allemand, le grec, avec une aisance qui émerveillait ses tuteurs. À 10 ans, il lisait Tacite, Racine, avec autant de plaisir qu'il observait avec son petit télescope offert par son oncle le passage des étoiles. Miss Whitmore mit également un point d'honneur à l'instruire à la passion de la danse, de la musique, si bien qu'à un moment de sa jeunesse, vers ses 12 ans, il tenta d'écrire un livret d'opéra qu'il adressa ni plus ni moins qu'à l'Opéra de Paris, bien que la réponse par courrier ne lui fût pas à la hauteur de l'estime qu'il se portait. Bien sûr,
Son oncle le fit également instruire non pas seulement dans les matières scientifiques ou artistiques, mais également dans les rudiments que son père avait souhaité que son fils, comme bon fils d'une noblesse d'ancien régime de plus de 12 générations, apprenne. Sur ce chapitre également, il se révéla être un cador. Que ce soit en équitation, lorsqu'il chevauchait parfois seul lors d'une chasse à courre un sanglier sur son destrier, un fougueux sel à la robe française que ni la terre boueuse, ni le tonnerre, ni la furie défensive de la bête pourchassée ne paraissaient effrayer, ou bien lors des courses entre jeunes gens pour impressionner et divertir la population. Et que dire de son talent pour l'escrime? Il avait été formé par un certain Stassin, un ancien de la garde vivant à Valogne qui lui apprit tous les rudiments pour croiser le fer, et qui le rendirent aussi célèbre dans des participations à des concours que sur de vrais champs de bataille. Puisqu'à peine âgé de 19 ans, et tandis qu'il était en voyage à bord d'un superbe trois-mâts devant faire le trajet Le Havre-Tsingtao-San Francisco, il avait décidé de son propre chef lors d'une escale à Howland, dans la colonie du Natal, de s'enrôler volontairement ayant soif de combat et d'aventure dans la guerre qui opposait les Britanniques aux Zoulous. Il s'y illustra remarquablement et fut même élevé au grade de caporal par ses supérieurs pour son courage et sa détermination. Cela fit bien enrager quelques-uns de ses collègues de camp britanniques de se voir mis sous les ordres d'un tout jeune adulte, mais il parvint néanmoins à s'attacher le soutien du 2e régiment de cavalerie de l'armée des volontaires étrangers, avec lequel il se rendit célèbre lors de l'expédition de secours des troupes du colonel Charles Pearson, piégé à Ishowe, et où il combattit sous les ordres du général Lord Chelmsford, qui le chargea avec sa division de déloger les troupes zoulous en réserve postées de l'autre côté des collines. Durant l'opération, une partie de son escouade fut acculée par une forte troupe ennemie sur un versant au sol boueux qui bloqua net les chevaux ainsi que leurs cavaliers pour les laisser à la merci de leurs attaquants. Mais cela n'empêcha pas le jeune Montvillard de venir à leur secours en descendant à pied avec quelques hommes d'infanterie venus en renfort de la colline. Et chargeant tel Achille contre les Troyens, le sabre au clair, la rage au ventre, et aucun soutien d'artillerie ni de la mitraille sous le regard de ses propres hommes, qui bien que l'ayant déjà vu faire plus d'une fois user de cette tactique, s'étonnait de voir que malgré le risque qu'il encourait, sa combativité, proche de celle d'un diable, portait admirablement ses fruits et leur donna du courage à rejoindre la mêlée. Lorsqu'enfin la guerre s'acheva, à la surprise générale, y compris de ses supérieurs, au vu de son talent et de sa potentielle carrière d'officier, qui paraissait tellement évidente et prometteuse s'il s'engageait pleinement dans l'armée de Sa Majesté, le jeune homme décida de regagner Valogne et le domaine de son oncle, sans véritablement donner de justification sur les raisons de ce départ impromptu, si ce n'est qu'il disait devoir mettre de l'ordre dans sa maison. Cette dernière phrase me parut bien énigmatique, mais plus que tout capitale lorsqu'elle la prononça d'une façon assez mystérieuse, qui me rendit cette histoire d'autant plus captivante que jusqu'alors je n'arrivais nullement à tisser les fils rouges qui me permettraient de comprendre le mystère de la cathédrale, ainsi que celui de la mort de monsieur de Montvillard, et dont pourtant j'allais être le confesseur en entrevoyant au-delà du spectre apparent de mes yeux la terrible vérité lorsqu'elle m'avoua ce secret. Au cours de l'hiver 1870-1871, la ville de Bourgliès, située sur la pointe est du Cotentin, fut la première commune frappée par une terrible épidémie de variole qui ne tarda pas à s'étendre dans les terres jusqu'à atteindre Valogne et ses alentours. Face à la propagation évidente et au risque de contamination, Monsieur Lucien de Montvillard décida que pour la santé de son neveu et petit protégé d'à peine 11 ans, il valait mieux fuir Valogne le temps que l'épidémie se dissipe. C'est à Mézarville-sur-Leigh, dans l'hôtel Lorenzini, que l'évêque décida de résider car la commune était à la fois assez éloignée de Valogne, tout en permettant à son ministère de s'exercer à distance sans trop de délai dans ses fonctions ecclésiastiques. Ce n'était cependant pas l'unique raison qui motiva son choix, car monsieur avait reçu depuis quelque temps une demande de la propriétaire des lieux, la colonelle Macbeth, une vieille femme très pieuse et acariâtre qui avait souhaité qu'il prenne en charge l'éducation religieuse de sa fille adoptive. Il avait naturellement accepté la demande de cette dame, si en retour elle acceptait de les héberger le temps que l'épidémie disparaisse, ce qu'elle aussi accepta.
Conformément aux mesures de quarantaine, on fit installer le prêtre, la gouvernante et son neveu dans une partie de la maison éloignée de ses occupants de base afin de les protéger d'une éventuelle contamination. Les serviteurs apportaient les repas, assiettes et nécessaires que désiraient les nouveaux arrivants sur une grande table qui était placée au beau milieu d'un couloir comme une barrière infranchissable marquant la limite des lieux de vie. Ce confinement ennuya quelque peu le jeune Maximilien, car il ne pouvait pas sortir dehors pour chevaucher, ni même jouer avec d'autres enfants du coin. Il passait l'essentiel de sa journée à rêver, à lire et à répéter les leçons de ses précepteurs, bien que parfois on lui autorisait une courte promenade en fin de soirée en compagnie de sa gouvernante, mais qui ne l'empêchait pas de souffrir terriblement de l'ennui. Quelques jours après son arrivée, alors qu'il était allongé sur le matelas de son lit, il crut entendre une voix qui chantait en bas. Cet écho lointain mais perceptible, au début il n'y prêta pas vraiment une grande attention, mais bien vite, à force de l'entendre, il succomba à la beauté de ce chant. Il ne l'entendit en effet pas qu'une seule fois. Plusieurs jours durant, il lui arrivait de l'entendre doucement mais distinctement, avec le même air rempli d'un éther solennel de féerie. Il demanda plusieurs fois à ses précepteurs s'ils savaient qui était cette personne qui chantait avec tant de grâce. Mais à chaque fois, les réponses étaient évasives, et on lui conseillait de plutôt se focaliser sur ses leçons. La curiosité pourtant le dévorait, encore plus lorsqu'il entendait cette mélodie chantée lui parvenir les soirs de lune gibbeuse. Elle envahissait son esprit comme son cœur de par la douceur de sa mélopée entraînante, qui semblait s'élever comme un murmure dans le vent avant de résonner plus intensément au plus profond du cœur, le plongeant dans un état de plénitude et d'onirisme divin. Il voulait plus que tout découvrir qui était cette muse. Si bien qu'une nuit, à la faveur d'une absence de ses protecteurs et domestiques, il en profita dès lors qu'il entendit les premières notes pour franchir la table frontière et se hasarda à rechercher à l'oreille la trace de la divine cantatrice. Il arpenta les couloirs de l'étage inférieur avec prudence, se dissimulant parfois derrière des rideaux et des meubles dès qu'il entendait des bruits de pas venant dans sa direction, jusqu'à arriver devant une vieille porte en bois d'où émanait distinctement l'harmonieuse complainte. Il s'était approché tout doucement pour entendre de plus près cette voix enchanteresse. Il avait posé son oreille contre la porte et se laissait doucement gagner par les reflux oniriques de cette voix d'ange, tant et si bien que sans le réaliser, il se laissait peser de tout son poids contre la porte, qui ne tarda pas à s'ouvrir en le faisant tomber par terre. Lorsqu'il releva la tête et se redressa, il découvrit devant lui, dans la clarté troublante d'une chandelle, une jeune fille, à peine plus âgée que lui, se recroquevillant de dos dans sa baignoire. Elle avait des cheveux d'un noir profond, ruisselant en cascade sur ses épaules nues, comme un voile d'encre, et sur sa peau d'une blancheur presque diaphane tranchait cette obscurité soyeuse d'une grâce troublante. Ses yeux étaient grands, clairs, marqués de peur, mais se croisaient avec ceux du jeune homme, tandis que ses bras frêles se repliaient sur sa poitrine en tentant de dissimuler sa vertu blessée. Un cri naquit sur ses lèvres, et Maximilien affolé posa sa main sur sa bouche avant d'entendre une voix venue du bout du couloir. Madame, tout va bien? La jeune fille tremblait et hésitait de parler, mais le garçon, d'un geste rapide, traça dans l'air quelques mots en langue des signes, si bien qu'elle déclara à la voix dans le couloir. Rien. J'ai cru. J'ai cru voir une souris. Un silence profond tomba, puis les pas s'éloignèrent. Tous deux se retrouvaient à nouveau seuls et silencieux. L'un rougissait d'audace, l'autre de timidité. Pourtant, nul geste ni parole de peur ou de colère ne troubla ce silence de mort. Seuls leurs yeux parlaient en se fixant l'un et l'autre d'un feu intense et empli d'une infinie tendresse. S'était assurément créé en eux, malgré l'étrangeté de leur rencontre, un indéniable coup de foudre.
À la suite de cela, dès le délai de quarantaine passé, ils purent tous deux faire plus ample connaissance tout en donnant aux adultes le reflet qu'ils ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. La jeune fille se nommait Mélusine. Elle était la fille adoptive de la colonelle Macbeth, qui l'avait recueillie dans un orphelinat des suites de la mort de son unique enfant. Elle était en apparence une poupée parfaite et surprotégée sous une cloche de verre. Une petite demoiselle comme beaucoup d'autres en ce monde, au teint clair et aux yeux d'un bleu azuré, brillant avec cette candeur grave qu'ont les enfants trop sensibles. Ses traits, encore un peu indécis, laissaient néanmoins deviner de ce qu'il promettait d'être. La bouche dessinait déjà un sourire un peu fier, et le port de tête trahissait sans qu'elle ne le sût une sorte de prétention naturelle, qui se manifestait lors de ses déplacements qui oscillaient comme un pendule entre la petite débutante et la jeune paysanne narquoise et intrépide. Mais le plus impressionnant chez elle, c'étaient ses cheveux. Ils étaient bouclés d'un noir profond tombant derrière sa tête jusqu'à ses chevilles. Lorsqu'elle marchait, il suivait son mouvement avec lenteur, presque en glissant et animé dans une danse onirique quand elle se retournait, et que toute sa chevelure venait battre ses joues en cadrant son visage d'un flot noir et lustré. Maximilien, à l'époque, la regardait avec ce mélange de respect et de trouble que suscite, avant même l'amour, la première révélation de la beauté. À la rencontre du jeune Montvillard, naquit chez la jeune fille le souhait de couper les fils du marionnettiste pour tomber à corps perdu dans les bras de celui qui allait bientôt devenir l'homme de sa vie. En effet, si au début l'amour qu'il se vouait avait tout d'enfantin, comme il est d'ordinaire chez des enfants de cet âge, il ne fallut pas des éons pour que les leçons de morale et les lectures de leurs parents et tuteurs ne leur paraissent bien insipides en comparaison d'un péché à la fois craint mais encouragé pourtant pour la perpétuation de leur race, le péché de la chair. Il donnait aux adultes une façade d'anges et de bons amis qui s'appréciaient sans rien dévoiler de plus. Mais à plusieurs reprises, dès que la nuit tombait, ils s'échappaient l'un et l'autre par un escalier secret taillé dans un panneau de bois sculpté représentant des serpents, et qui reliait tous les étages entre eux, leur permettant de gagner le 5e étage, qui jadis était le lieu des réceptions mondaines de feu monsieur le colonel Macduff. C'est là, dans une pièce située à bonne distance des chambres des occupants de la maison, que sur un lit de style empire, tous deux s'adonnaient à honorer avec ferveur Eros, avant de regagner aux premières lueurs de l'aube leurs chambres respectives. Le jour, Maximilien s'adonnait à ses passions d'autrefois avec d'autant plus d'ardeur qu'il voyait souvent Mélusine le regarder de loin en chantonnant son air féerique, le tout avec un petit sourire discret aux lèvres, de le voir combattre comme chevauché avec tant d'énergie qu'il lui déployait par amour le soir venu. Lorsque l'épidémie enfin cessa, Maximilien dut regagner Valogne avec amertume, avant qu'une nuit il n'entende à sa fenêtre un air qu'il connaissait bien. Il découvrit en ouvrant ses volets que Mélusine avait, à la faveur de la nuit, galopé jusqu'à lui pour s'épanouir de nouveau dans l'étreinte de ses bras et la chaleur de ses baisers. Leur relation reprit ainsi comme si de rien n'était, et se prolongea longtemps. Même lors de ses études ou durant ses voyages, l'éloignant à des miles l'un de l'autre, ils finissaient toujours par se retrouver et s'aimer avec le même feu dévorant qui les avait envahis la première fois. Par chance pour tous les deux, jamais Mélusine ne sembla présenter les signes d'une grossesse qui aurait pu trahir leur secret. La mort de la colonelle Macbeth en 1875, comme celle de Monseigneur Lucien en 1877, ne leur firent que peu d'émotion, car désormais, au contraire, ils pouvaient vivre au grand jour cet amour, qui étrangement amorça sa décomposition, sitôt la nouvelle année 1878 débutée, et peu avant ce voyage qui l'avait conduit à s'engager sans raison dans l'armée britannique, avant de revenir chez lui tel un chien rappelé par les souvenirs de son maître. Depuis quelque temps déjà, Maximilien ne reconnaissait plus en lui le trouble qui jadis le prenait tout entier à la seule vue de Mélusine. Autrefois, il lui aurait suffi d'un mot d'elle, d'un pli de sa robe, d'un regard un peu appuyé ou de la vue d'une mèche de ses cheveux pour qu'il puisse sentir son cœur battre comme un tambour. À présent, il n'y avait plus qu'une sorte de tiédeur, un mélange d'habitude et d'indifférence, presque de lassitude, qui le gagnait petit à petit. Elle parlait,
et ses paroles glissaient sur lui sans laisser de traces comme la pluie sur une vitre. Il se souvenait parfois du premier jour où ils s'étaient aimés, lorsqu'il croyait encore que rien ne pourrait jamais se défaire de ce lien secret. Il se plaisait alors à l'imaginer sienne pour la vie, image naïve et noble à la fois d'un amour qui se suffirait à lui-même. Mais le temps, cet impitoyable dissolvant des servants, avait fait son œuvre. Une nuance d'ennui s'était glissée pour noircir et tacher ce tableau qui lui paraissait dorénavant bien fade. Même après son aventure dans le sud de l'Afrique, la vie sentimentale qu'il menait jusqu'alors lui parut insipide, ennuyeuse, voire pathétique et sans aboutissement lorsque, atteignant la vingtaine, il commença à manifester, chose qu'il avait jusqu'alors jamais démontrée, une inquiétude grandissante concernant le devenir, l'avenir dynastique ainsi que la réputation de sa famille. Il avait bien évidemment envisagé plus jeune des serments de mariage, où il avait juré son amour jusqu'à ce que la mort les sépare, mais ces serments devenaient de plus en plus pour lui des bagatelles, voire des erreurs de jeunesse que l'on promet plus jeune, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'un nom ou un mariage peut réellement signifier. De plus, il était agacé du fait que depuis qu'il la connaissait et passait ses nuits en sa compagnie, à aucun moment elle ne parut manifester les signes ou prémices d'une éventuelle grossesse. Et cela l'effrayait de s'imaginer, lui descendant des anciens preux qui avaient pris la croix pour Jérusalem, lutter avec tant d'acharnement contre l'empire des Habsbourg, et donner tout leur sang lors du dernier baroud d'honneur de la noblesse dans la lutte longue et âpre contre l'ogre corse, s'éteindre en dernier des Montvillards, l'épée rangée au placard sans le moindre espoir d'une descendance digne de son nom, pour s'être amouraché d'une fille ordinaire et incapable d'accomplir son devoir de femme. Dès qu'il le pouvait, il fuyait la présence de Mélusine, avec l'espoir de trouver une promise digne de son nom et digne de sa couche, qui pourrait lui donner enfin une descendance. Pour autant, il ne parvenait toujours pas à se détacher de Mélusine et de sa longue chevelure, qui paraissait toujours plus grandir au point que parfois, en se levant de son lit, il trouvait les mèches et les pointes de sa chevelure presque enlacer sa propre jambe, comme la chaîne d'un boulet. Il ne savait vraiment pas comment se tirer d'affaire sans que cela ne se sache, ni n'entache sa réputation. Et c'est au cours d'une discussion et sur les conseils du duc de Montmorency qu'il entrevit sa libération au prix d'une sournoise et brutale trahison lorsque celui-ci lui déclara sans gêne: Rien de plus simple. Marie-la, l'amie à qui tu voudras, et tu verras comme tu seras aussitôt libre. L'idée stupéfia au début le jeune noble, puis il se rappela que depuis la mort de la colonelle Macbeth, puis de son oncle, il avait hérité de la charge de tuteur légal de la jeune fille, et qu'il lui incombait entre autres d'assurer avant sa majorité civile sa subsistance. Maximilien de Montvillars se lança alors à la recherche du candidat idéal, tandis qu'il avait commencé à jeter de son côté son dévolu sur mademoiselle la baronne de Névreuse, qui allait à la suite de son mariage devenir la marquise de Montvillars. Il lui fit une cour assidue, en piétinant tous les sentiments qu'il avait pu avoir pour son amour de jeunesse, et en les rafistolant sous un drap neuf à l'attention de cette belle demoiselle, qui ne pouvait croire, à l'époque, qu'à plusieurs reprises les poèmes enflammés que parfois il lui envoyait avaient parfois comporté autrefois un autre prénom que celui d'Elsa. Il trouva finalement le gars qu'il fallait, presque au même moment où il se mit d'accord avec le père de mademoiselle de Névreuse sur son futur contrat de mariage. Cet homme était un vieux ramoneur, un gars sec et nerveux, raide et maigre comme un sac d'os, au visage buriné à vif comme une pierre trop martelée qui retenait dans les creux broussailleux des yeux gris et durs comme l'étain, et dont la barbe en broussailles était noircie et crasseuse. Une odeur de suie et de vieux tabac flottait toujours autour de lui, mêlée à celle du cuir et des feux de cheminées éteints. Ce genre d'homme, contre une somme ridiculeusement coquette, ne fut pas difficile à convaincre d'accepter sans plus de questions ce marché scandaleux. Et c'est contre le versement de 1600 francs,
pratiquement l'équivalent de 2 ans entiers de travail pour un ramoneur disposant d'une bonne clientèle, ainsi que les droits d'ingérence et de possession sur les parts de l'argenterie et du mobilier de sa femme, qu'il accepta d'épouser la jeune Mélusine. On organisa ce mariage forcé rapidement en toute discrétion sur l'île de Ré, sans autre témoin hormis la mère du ramoneur et un vieux majordome dépêché sur place par monsieur de Montvillard, qui, pendant ce temps-là, lui, célébrait en grande pompe avec toute la bonne société de Normandie ses noces avec la baronne de Névreuse. Les articles de journaux louèrent avec une grande admiration le faste de cette réception qui avait débuté sitôt la cérémonie religieuse dans l'église Saint-Malo de Valogne achevée. Les convives furent alors invités à gagner les jardins de l'hôtel de Névreuse, où les festivités et la nuit de noces devaient se dérouler en ces termes, selon une gazette publiée le lendemain. C'était hier, au sein de l'église Saint-Malo de Valogne, que l'union tant attendue du marquis Maximilien de Montvillard avec la jeune et gracieuse baronne Elsa de Névreuse, dorénavant marquise de Montvillard, a eu lieu. Cette alliance a charmé tous ceux qui y ont assisté, y compris les passants, tant par le prestige des noms que par la sincérité visible des sentiments. À la suite de la cérémonie, les félicitations furent unanimes et plusieurs personnes ont remarqué que jamais le marquis n'avait paru si rayonnant. La mariée était radieuse, toute empreinte de cette grâce délicate qui lui est naturelle. Sa robe d'un satin ivoire brodé de fils d'argent semblait capter la lumière des vitraux pour lui rendre un éclat discret. Un voile de tulle ancien, retenu par un simple diadème de perles, encadrait son visage empreint d'une douce émotion. Les réjouissances qui suivirent la cérémonie furent à l'image du jeune couple. L'hôtel de Névreuse avait été paré de guirlandes de fleurs printanières et d'innombrables bougies dont la lueur se reflétait sur les dorures des salons. Dès le soir venu, les invités se pressaient dans les galeries où un orchestre discret, placé derrière une tenture de velours, fit entendre les plus tendres valses de Strauss lors du bal débuté par la marquise au bras de son époux sous les applaudissements émus de l'assistance. On servit ensuite un dîner d'une élégance rare. 300 convives prirent place sous les lustres de cristal, dont les 1000 feux se mêlaient aux reflets dorés des miroirs et aux bouquets de roses pâles qui ornaient chaque table. Des truites de rivière en belle vue, des pâtés de foie gras d'Alsace, puis un turbo sauce mousseline, tout cela présenté sur un plateau d'argent massif. Les faisans truffés alternaient avec les selles d'agneau à la provençale, avant qu'on ne servît les entremets glacés, un chef-d'œuvre d'art culinaire aux fruits confits et fleurs de sucre, rivalisés de couleurs et de finesse, qui firent l'admiration générale. Les conversations allaient bon train, émaillées de rires, de souvenirs et d'aimables toasts à la félicité des jeunes époux. Vers minuit, la compagnie fut conviée dans les jardins où l'air doux du printemps embaumait les lilas en fleurs. Le ciel s'illumina alors d'éclats d'or et d'azur, un feu d'artifice somptueux s'élevait au-dessus des arbres, dessinant dans la nuit des gerbes étincelantes qui couronnèrent l'union de Madame et Monsieur de Montvillard, à qui toute la direction et moi-même nous souhaitons une vie commune plus qu'heureuse. Presque 9 mois, jour pour jour, après leur mariage, Madame de Montvillard donna naissance à l'enfant tant désiré par son mari, un beau petit garçon qu'ils s'empressèrent de baptiser Joseph Ferdinand Amédée de Montvillard, et de fêter sa venue avec presque le même engouement qu'à leur mariage. Au cours de la soirée, le vieux majordome pria son maître de l'excuser du dérangement, mais il devait l'entretenir d'une chose. Alors qu'il était dans le grand hall pour vérifier l'état des lampes à pétrole, il avait entendu toquer à la porte, alors que cela faisait longtemps qu'on n'attendait plus d'invités en retard. En ouvrant la porte, il avait vu Madame Mélusine trempée jusqu'aux os par la pluie qui tombait ce soir-là. Elle était très maigre, sa chevelure ébouriffée, sale et trempée, renvoyait plus l'image d'une peau de bête écorchée et mitée que l'on avait laissé des jours entiers au soleil, plutôt que la belle traîne capillaire soyeuse qu'elle avait autrefois. Sur son petit visage charmant, on pouvait y lire des traces de coups, et même une boursouflure gonflée noire et rougeâtre au bas de la lèvre gauche. Quant à ces quelques marques profondes et droites qui se lisaient à la lueur des lampes sur ses épaules à demi dénudées,
Le majordome ne voulut pas songer à ce qui les avait gravés. Mélusine demanda si monsieur était là. Le majordome acquiesça, mais déclara qu'il recevait du monde. Mélusine fondit alors en larmes aux pieds du vieil homme et le supplia de faire venir monsieur. Je vous en prie. Je n'en puis plus. Il me tue lorsque je suis loin de lui. Je ne peux pas retourner dans cet endroit de souffrance. Le majordome lui demanda alors d'attendre devant la porte, car pour cela il devait s'enquérir de son maître. À cette annonce, monsieur de Montvillard pâlit, puis agacé ordonna au majordome de ne la laisser entrer sous aucun prétexte. Elle était devenue, il semblerait, le souvenir détestable de sa dispendieuse et dépravée vie de jeunesse, indigne de son nom, et l'incarnation vivante de sa honte et du discrédit jeté sur ses ancêtres. Quand, plus tard dans la nuit, tous les invités furent partis et tout le monde allait se coucher, monsieur de Montvillard entendit le son d'une mélodie qu'il connaissait bien et qui provenait d'en bas de sa demeure. Sortant de sa chambre et ouvrant une fenêtre, il vit en bas la silhouette triste de Mélusine, qui au beau milieu du jardin chantonnait son air comme une plainte. Lorsqu'elle aperçut celui dont elle brûlait de passion, elle cessa de chanter, attendant une réponse, une invitation à entrer, ou ne serait-ce qu'un mot de réconfort. Mais elle n'obtint pour toute réponse qu'un simple et carnassier mot sans saveur et pitié. « Dégage !» Puis il ferma brusquement la fenêtre et retourna se coucher. Ce fut la dernière fois qu'ils se virent, car bien vite, pour définitivement chasser cette ombre de son passé de sa vue, Maximilien de Montvillard décida de regagner le domaine familial situé à Gap, qu'il n'avait pas visité depuis ses 12 ans. Son épouse y fut d'abord opposée, de par le fait qu'elle n'avait jamais véritablement quitté sa Normandie natale, à laquelle elle était très attachée. Mais finalement, en découvrant le domaine en question, l'accueil très chaleureux et la grande admiration que lui vouèrent les gens de ce pays, mais aussi les paysages montagneux et sauvages, qui furent pour elle un plaisir à l'occasion d'innombrables heures passées à cheval en compagnie de son époux et d'un guide du coin, qui firent définitivement de cet endroit son nouveau pays de cœur. Monsieur de Montvillard vivait en compagnie de sa femme ses meilleures années, et avait perdu l'air d'inquiétude morose et de honte qu'il avait précédemment envahi. À aucun moment il ne songea à regagner Valogne, à l'exception d'un voyage d'affaires qui l'amena à retourner là-bas en 1883. Il n'avait pas voulu s'attarder, un peu craintif de revoir devant lui le spectre oublié de Mélusine. Il n'eut pourtant pas de l'avis général de ses connaissances d'antan à craindre cela, car il apprit bien vite que la jeune fille était morte, ou bien qu'on n'avait pas retrouvé son corps. Elle avait fui, paraît-il, une nuit son époux ivre qui la violentait. Elle était animée par une détermination inconcevable qui la forçait, malgré la violence des coups reçus, à se relever pour continuer comme si ce n'était pas la mort qu'elle fuyait, mais plutôt qu'elle désirait autre chose. Elle avait finalement atteint un bourbier avoisinant où elle avait disparu dans la brume de la nuit. À l'aube, son époux, ne la voyant pas revenir, avait demandé de l'aide à des gars du village pour la retrouver, d'autant que le coin était dangereux. Ils avaient cherché tout le jour, et la seule chose qu'ils trouvèrent fut une piste de pas s'avançant devant une lise d'argile boueuse, flasque et visqueuse, dans laquelle quelqu'un ou quelque chose s'était visiblement débattu. Il n'y avait aucun signe que ce qui s'y trouvait prisonnier avait pu en réchapper, et le petit escarpin trouvé dans l'herbe sale ne donna pas envie aux villageois de sonder cette fosse, qui se révéla aussi profonde qu'on put sonder et vider tout un cadavre. Pourtant, les traces s'arrêtaient là, et il n'y en avait pas d'autres à travers tout le reste du bourbier. Pendant les 4 années qui suivirent, le couple des Montvillard vécut un véritable bonheur ensemble,
Un bonheur qui connut à la fois son paroxysme et sa chute brutale la nuit du dimanche 20 mars 1887. Le matin du jour en question, vers 7h17, tandis que l'aube s'était levée et cachée dans un grondement de tonnerre qui faisait pressentir l'épreuve à venir, les premières douleurs étaient apparues en même temps que la pluie, lente, hésitante, puis plus sûre, plus profonde pour madame de Montvillard. Les heures suivantes s'étirèrent, lentement, marquées par la régularité obsédante des contractions. On tenta de l'apaiser, mais le temps, lui, s'épaississait. Midi se passa dans un flou de respiration et de pas lents dans la chambre, et plus le travail tardait, plus l'on craignait pour la vie de la marquise. Entre deux contractions, elle fermait les yeux, écoutant le tic-tac lointain de l'horloge avant de hurler de douleur sous le regard inquiet des médecins, des sages-femmes et de son époux. Puis, vers 16h, tout s'accéléra. Le monde sembla se concentrer en un seul point, une seule pulsation. La douleur se fit plus vive, plus brûlante, mais aussi plus proche de la délivrance, et soudain, après un dernier effort, un dernier cri, le silence retomba et tous furent rassurés. La petite était là, bien vivante, au grand bonheur de son père et de sa mère. Le tonnerre, lui, s'était tu depuis longtemps, mais dans le calme revenu, il semblait encore résonner quelque part, comme un écho pas tout à fait mort. Comme il l'avait fait pour leur premier enfant, le marquis et sa femme voulurent sans attendre faire baptiser la petite, ce que le docteur Birkel, qui avait assisté à la délivrance de la mère, refusa catégoriquement. Il avança comme argument la fatigue immense qui accablait la marquise, qui avait perdu beaucoup de sang durant ses heures de travail, et qui, si elle ne se reposait pas, lui coûterait la vie. Pour autant, le couple n'en démordait pas. Il craignait la mort de la petite de par sa faible constitution, et en bon chrétien voulait absolument qu'elle reçoive le baptême. Pour calmer quelque peu cette folie irresponsable, qui mettait en danger ces deux pauvres innocentes, le docteur Birkel s'empressa de rédiger sur une petite table de chevet le procès-verbal de l'acte de naissance, qu'il transmit sans tarder à l'administration, afin qu'elle figure dans ses registres, et sur lequel était inscrit le nom complet de l'enfant, afin de détourner quelque peu de l'idée saugrenue du baptême le marquis et son épouse, amoindris par cet enfantement digne d'Alcmène, et dont la marquise me montra la copie du document sommairement rédigé. Le 20 mars 1887, à 16h, est née à Gap au domaine des Montvillard la petite Rose-Marie Claire de Montvillard, fille de monsieur le marquis Maximilien et de sa femme, madame la marquise Elsa. Le présent document atteste sous témoin que l'enfant est né en présence du docteur Birkel, diplômé de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, ainsi que mademoiselle Benkei, domestique au service des Montvillard. On se coucha de bonne heure cette nuit-là. Point de festivité encore à l'horizon ne dut se proliférer dans la maison malgré la joie des deux époux, comblés par cette accalmie illusoire. Vers 5h du matin, madame de Montvillard, qui essayait pour le mieux de se reposer et de reprendre des forces, fut arrachée à son sommeil paisible doucement mais d'une façon agaçante. Elle fut d'abord perturbée par un son lointain, presque inaudible, qui devint assez vite un petit air chansonné pour devenir finalement une véritable mélodie, douce mais parfaitement audible, accompagnée par des bruits de pas dans la maison. Surprise par la chose, car les bruits de pas émanaient visiblement du rez-de-chaussée, elle prit la clochette sur sa table de nuit et sonna pour appeler l'un de ses domestiques. Ce fut le vieux majordome qui les avait suivis depuis la Normandie qui arriva, et elle l'interrogea sur le responsable de ces bruits nocturnes. Il nia toute implication des domestiques et de sa part, car en se levant, il avait bien vu ses comparses ouvrir leur chambre avec l'air d'une personne qui jusque-là dormait. Inquiète, elle somma le vieux domestique d'aller prudemment observer depuis l'escalier qui était en bas, car cela pouvait bien être un cambrioleur. Il s'exécuta,
et après une certaine attente durant laquelle la marquise s'était blottie dans son lit comme une petite fille apeurée, elle vit revenir le vieux majordome qui lui annonça qu'il n'y avait visiblement pas d'inquiétude à avoir, qu'il ne s'agissait pas d'un cambrioleur, mais à sa stupéfaction totale, c'était monsieur le marquis. La maîtresse du logis fut également étonnée, bien que la chose était banale en somme. Jamais auparavant son époux n'avait montré aucun signe qui permettrait d'envisager qu'il pût être atteint de somnambulisme. Mais en plus, lorsqu'elle posa la question au vieux majordome, elle fut inquiète de savoir que la mélodie entendue n'était pas chantée par le marquis, car c'était une voix de femme. Mais d'où provenait-elle alors? Malgré sa fatigue, elle exigea d'en avoir le cœur net et demanda au vieillard de lui apporter une robe de chambre et de l'aider à marcher. Le bras soutenu par l'épaule, la marquise gagna avec son serviteur le couloir central de la maison, où son époux marchait à pas sonnants, les bras tendus le long du corps, la tête droite, la bouche close, les yeux ouverts mais révulsés. Il était vêtu de sa chemise de nuit et se déplaçait avec la même régularité qu'un éveillé, bien que sa tête prenait une direction avant que le reste du corps ne suive. Le nez légèrement plus tiré en avant, comme un âne guidé par une carotte au bout d'un fil, et la carotte en question était ce mystérieux chant mélodieux et énigmatiquement illocalisable. Il guidait le dormeur de par son rythme, et selon les variations le faisait accélérer, tourner ou ralentir. Il était parvenu sans aucune difficulté, sans même que l'une de ses mains ne touche la poignée, à ouvrir la porte donnant sur l'extérieur, et semblait être guidé par quelques mains invisibles vers un endroit inconnu de ses observateurs médusés par la scène. Malgré la douleur encore présente de l'accouchement, Madame de Montvillard insista pour qu'on suive le promeneur nocturne pour le protéger et pour découvrir celui ou celle qui était à l'origine de ce mystérieux envoûtement que seul un charmeur de serpents serait à même de reproduire. C'est avec un rythme d'infirme tiré du front que le majordome et son employeuse se mirent en marche pour rattraper l'envoûté marcheur, qui avançait d'un pas régulier et pressant vers la cathédrale de Gap, d'où semblait émaner la mélopée envoûtante, et dont encore une fois sans difficulté il poussa la porte d'entrée. Le rythme de ses poursuivants en revanche était plus lent, car Madame la Marquise était encore en état de faiblesse accrue adjoint au vieillissant homme qui la soutenait, et qui dut redoubler d'efforts lorsqu'ils durent se risquer à monter dans un escalier à vis particulièrement étroit, et sans rampe murale pour quelque peu aider ceux qui s'étaient engagés à le gravir, et avec pour seule lumière une risible chandelle tenue à bonne distance. Une fois arrivés au sommet, ils avaient perdu beaucoup de temps ainsi que la trace du marquis comme de la musique. Pourtant, ils se risquèrent à aller chercher tous les deux en errant comme des âmes en peine sur ce balcon embrumé et glacial plongé dans l'obscurité de ce dédale ecclésiastique que peu d'hommes, excepté le curé et le sonneur de cloche, arpentent au cours d'une vie normale, et encore moins à la recherche d'un somnambule digne du joueur de flûte d'Hamelin, tant le mystère de cette musique contre toutes les hypothèses logiques semblait être la seule raison et explication sensée. Soudain, après une heure entière d'errance à travers les combles, le parvis de la tour ainsi que les chemins de ronde le long des corniches de la nef, alors qu'ils étaient à bout de force et sur le point d'abandonner, bien qu'ils s'accrochaient à l'espoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, et que le marquis avait sans causer davantage d'inquiétude gagné son lit alors qu'ils étaient en train de le chercher parmi la brume, soudain l'air chanté se fit à nouveau entendre, et n'était pas très loin. Ils le suivirent en s'accrochant à leur dernière force, souhaitant plus que tout enfin découvrir la vérité sur cette affaire. Les malheureux s'ils avaient su. Arrivant au tournant d'un sentier de ronde, à 2 pas du chemin qui ramenait vers la tour du clocher, ils entreaperçurent devant eux, plus en avant dans une véritable mer de brume froide, une silhouette qu'ils reconnurent comme étant celle du marquis. Quittant toute précaution, Madame de Montvillard se jeta vers lui, mais traversa la silhouette comme s'il n'avait été qu'un mirage ou un fantôme de brume. L'air chanté retentit une dernière fois, court mais solennel.
La silhouette dans la brume réapparut un peu plus loin d'eux, toujours aussi fugitive et insaisissable que la première fois. Et non loin, en face d'elle, se trouvait une autre silhouette, féminine, mais qui d'après la marquise avait le crâne presque entièrement rasé. Ni le majordome ni la marquise n'eurent alors suffisamment de courage pour simplement imaginer faire un pas vers eux. La silhouette féminine murmura dès lors quelques paroles qu'ils purent entendre. Tu avais juré jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les deux silhouettes disparurent de nouveau dans la brume, avant de ressurgir une fois de plus un peu plus loin, à l'extrémité du balcon qui surplombe la place en bas. Retrouvant quelque peu ses esprits, la marquise se précipita vers la silhouette de son époux, mais lorsqu'à ses genoux elle tenta d'attraper sa main, elle était totalement immatérielle. Pour autant, la silhouette ne disparut pas et resta en place, comme un reflet dans l'eau ne faisant presque qu'un avec la brume qui l'entourait. La mystérieuse silhouette s'avança alors, ouvrant ses bras comme si elle tendait une étoffe. Puisque ni mon chant ni ma chevelure ne semblent émouvoir quiconque, autant leur donner une autre utilité. Un brouillard plus dense les enveloppa, et les silhouettes disparurent de rechef. L'aube pointait ses premiers rayons tandis que Madame de Montvillard se relevait déconcertée de par ce qu'elle avait entrevu. Et elle poussa un cri de terreur en se retournant, lorsqu'elle découvrit la dernière image d'horreur de cette soirée enveloppée de mystère. Accrochée à une gargouille fixée à l'arc de la tour, ballottait pendu au cou dans le vide par une longue crinière de cheveux noirs et soyeux, le corps sans vie de l'infortuné marquis de Montvillard. La gargouille céda sous le poids du mort qui alla se briser sur le flanc de la cathédrale, tandis que disparaissait sous les rayons cendrés de l'aube la brumeuse silhouette féminine qui contemplait le corps en charpie avec dans ses yeux la même indifférence qu'on lui avait témoignée lorsqu'on l'avait chassé autrefois.